Bonjour, je suis Pauline et bienvenue dans Ma vie en Corée, un podcast qui s'intéresse au parcours d'expatriés dans le pays du matin calme. Dans chaque épisode, je reçois un ou une expatriée qui partage avec nous ses expériences, ses découvertes, ses difficultés, ses coups de cœur ou ses coups de gueule, et bien sûr, ses conseils pour se lancer dans l'aventure coréenne. Pour ce 5e épisode, je reçois Marion, 30 ans et qui vient d'Oléro. Je la remercie de m'avoir contactée pour livrer son expérience coréenne aux multiples facettes. Études, travail, traduction, littérature ou encore mariage, vous allez voir, on a beaucoup échangé et j'espère que cet entretien vous passionnera autant qu'il m'a passionné. On a parlé de son lien avec la Corée, de sa première fois dans le pays, de son retour en Corée pour étudier la langue en intensif, de son expérience en entreprise, de ses études en traduction littéraire et du monde de la traduction, de son niveau de coréen, de ses auteurs préférés, de littérature coréenne et de son point de vue de traductrice, de sa rencontre avec son mari, de mariage, de sa relation avec sa belle famille et de ses conseils. Bonne écoute. Bonjour Marion. Bonjour. Alors est-ce que tu peux nous dire quel est ton lien avec la Corée ? Mon lien le plus fort est sans doute mon mari. Mais à part mon mari, je dirais la littérature, parce que c'est ce que j'étudie en quelque sorte. Et t'étudies la traduction. Donc c'est ça, la traduction littéraire, donc pas la traduction administrative comme beaucoup le font. Donc je suis là pour traduire des bouquins du coréen vers le français, dans l'idéal. Okay. Voilà, mais après c'est un peu fermé comme milieu, donc c'est un peu compliqué. Je sais pas comment je ferai après. Mais... Ah, on prend peut-être en parler après. Ok. Et comment c'était ta première fois en Corée ? C'était quand aussi ? Ma première fois, c'était en 2013. À l'époque, je prenais des cours du soir de coréen, cours du soir à Lyon, quand j'étais à la fac. Et je m'étais fait des amies coréennes. Et voilà, elles m'ont donné un petit peu envie de venir visiter. Et pourquoi qu'est-ce qui t'a attiré vers la langue coréenne au début ? C'est un petit peu par hasard, un petit peu pas par hasard. C'est-à-dire que j'étudiais le japonais et il me fallait... Puis je trouvais que c'était un bon complément d'avoir une autre langue asiatique en plus. Et en même temps, j'avais vu beaucoup de films coréens, je lis beaucoup. Comme je dis, la littérature, c'est un peu mon truc, donc je lis beaucoup et j'avais lu déjà quelques livres coréens et d'auteurs coréens, et j'avais lu aussi des livres sur l'histoire de la Corée ou sur la société coréenne en général. Ah, donc t'étais déjà très intéressée. Oui, voilà, en fait, c'était un peu par hasard, c'est-à-dire que comme j'étais dans une filière asiatique, j'essayais un petit peu de rassembler toutes les infos sur l'Asie en général, dont la Corée. Et quand j'allais dans les rayons à la Fnac, j'allais direct dans la littérature un peu... Ou dès que ça sonnait un peu asiatique, hop, je prenais, je relisais la 4e de couverture pour voir si ça m'intéressait. Puis si ça m'intéressait, hop, je prenais. Donc voilà. Puis j'avais vu un peu quelques films coréens, mais bon, les trucs classiques, genre Old Boy, oui, les plus connus en France. Voilà. Donc pas avec le coréen. Mais j'ai commencé à m'y intéresser comme ça, disons. Et... Puis bon, j'ai bien aimé la langue. Je trouvais ça plus facile que le japonais. Donc je m'y intéressais un peu plus finalement. Ah, ok. Et aujourd'hui, je ne parle plus japonais du tout. J'ai tout oublié. Ah oui, Mais t'as fait combien de temps de japonais ? Officiellement 3, mais dont en fait, j'ai redoublé ma 2e année. J'ai même pas fini ma licence. T'étais en licence, comment ça s'appelle ? LEA. Ah, LEA. Ouais, je faisais anglais-japonais. Alors l'anglais, ça allait. D'accord. Le japonais, franchement, la première année, ça allait. Mais je donnais tout la première année. Et puis, avec le temps, la motivation s'est un peu éteinte. Et voilà. Et j'ai arrêté ma licence pour venir en Corée, en fait, la dernière année. Donc, mais tout ça pour dire que je me suis fait des amies coréennes, des filles pour la plupart, et avec qui j'ai passé mes années à Lyon. Et quand elles sont rentrées en Corée, elles m'ont dit « Mais tu viendras nous voir ?» Et puis, aussitôt dit, aussitôt fait. Ah, d'accord. je me suis organisée un voyage... je suis venue en février, donc pas du tout la meilleure période pour visiter la Corée. Ah oui, là... Mais j'ai adoré quand même, parce que mieux. J'étais avec 3 amies en tout coréennes qui m'ont chacune hébergée à leur tour.
Et donc j'ai pu faire Séoul, j'ai une amie qui habitait juste à l'extérieur de Séoul, puis une amie à Séoul, et une amie à Busan. Et avec l'amie de Busan, on est allé à Jeju toutes les deux. Elles ont tout organisé pour moi. Elles étaient mes vraiment guides. au cœur de la culture. Ouais. Puis j'étais avec les parents. Ouais. En fait, j'ai tout aimé. Et donc, forcément, ça donne envie de revenir après. Donc voilà, ça c'était mon premier voyage. Et il y a des choses qui t'ont surprise la première fois ou... Alors, c'est étonnant parce que, avec du recul, maintenant, je me suis habituée évidemment, mais je me rappelle, la première fois que je suis venue, il y avait certains trucs comme le papier qu'on mettait pas dans les toilettes. Ah oui, c'est dans la poubelle. Voilà, qu'on mettait dans la poubelle. Je me rappelle avoir été étonnée, une fois j'étais allée dans une toilette, dans un restaurant, et il y avait une pince accrochée au mur à côté du cabinet, enfin à côté du toilette. Et dans ma tête, je me suis dit, mais à quoi ça sert? Et c'est après que j'ai compris que c'était pour aller ramasser le papier dans la corbeille et la mettre... dans le sac plastique. Voilà, mais à l'époque, ça me sautait pas... Enfin, ça ne me venait pas à l'esprit de me dire, ah, il y a quelqu'un qui va venir ramasser le papier dans la corbeille à papier, avec, voilà, et mettre dans un sac, dans une poubelle, en fait, pour jeter. Et donc, cette pince en métal, là, accrochée au mur, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Le papier toilette, aussi. On est allé dans des boui-boui sur Busan, où le papier toilette était accroché au mur avec un dérouleur. Oui. Voilà, pareil, c'est la première fois quand on voit ça, on se dit, mais ils ont pas de sopalin ici. Pourquoi ils ont pas des petites serviettes en papier, voilà, non, du papier toilette. Ouais, même en tissu, au final, il y en a très peu. Ah oui, en tissu, ça existe. Enfin, oui, si, ça doit exister, mais c'est pas très répandu. Non, pas trop. Bon, aujourd'hui, non, pas vraiment. Mais c'est vrai. Alors que nous, on a tous nos mamies, nos papis qui avaient, ou je sais pas, peut-être nos parents qui avaient serviette avec le rond de serviette. Oui. Mais non, mais je me rappelle de ça, et quoi d'autre je sais pas pourquoi je pense à ça là directement, après je sais plus trop. Globalement, j'ai pas été choquée, j'ai pas eu de choc culturel si grand, peut-être parce que je m'attendais déjà à beaucoup de choses. Oui, tu t'es déjà renseigné un petit peu. J'avais déjà lu beaucoup, je savais déjà pas mal de choses. Et c'était ta première fois en Asie? C'était ma première fois en Asie, c'était ma première fois en dehors de l'Europe. Ouais. J'étais restée en Europe jusque-là, et puis bon, depuis j'ai visité un peu quand même. J'en ai profité. Ça coûte moins cher depuis ici que depuis la France. T'as fait quoi par exemple? J'ai fait Hong Kong, Taïwan, Japon, et j'aimerais bien aller en Chine, mais bon, il faut un visa, tout ça. Ah oui, c'est vrai. Mon côté flemmard qui parle. Ouais. Pour l'instant, j'ai fait ça. Ouais. Et donc t'étais 3 mois alors la première fois? Ou t'as fait non, le voyage c'était 3 semaines. Ah, 3 semaines. Ah ouais, c'était un voyage, quoi. C'était vraiment pendant les vacances scolaires. J'ai un peu débordé avant, un peu débordé après. Mais bon, c'était ma 2e année à la fac, donc l'année que je redoublais, donc je m'en fichais un petit peu, j'avoue. Et après, quand je suis revenue pour apprendre le coréen dans une université. Et là, je restais plus longtemps. Le fait ce voyage, c'était un peu le déclic. Enfin, qu'est-ce qui t'a fait vraiment vouloir revenir ou t'investir encore plus c'est ça, quand je suis venue en voyage, en fait, c'est ce qu'on dit beaucoup aux gens qui viennent et qui voient que le positif. On leur dit oui, mais parce que tu viens en tant que visiteur, en tant que touriste. Oui. Et ben c'est ça, moi, qui m'est arrivé, c'est que j'étais touriste, et donc j'ai vu que les bons côtés, et je parlais quasiment pas coréen à l'époque, à peine je bidouillais 3 mots comme ça, mais je parlais presque rien, et c'était mes amis qui faisaient tout, et j'étais guidée. Non, moi j'ai vraiment, je crois que j'ai découvert la Corée par le meilleur des moyens, c'est-à-dire on m'a mis sur un radeau, et puis on m'a laissé, je me suis laissée emporter par le courant. Voilà. Mais du coup, c'était vraiment bien, et moi j'ai que des bons souvenirs de cette époque, et c'est marrant parce que de tous les Coréens que j'ai rencontrés jusqu'à maintenant, les seuls amis vraiment coréens qui me restent aujourd'hui et avec qui j'ai beaucoup encore de contact, c'est les 3 filles qui m'ont hébergée à cette époque. Ah bah ouais, et les autres Coréens que j'ai rencontrés ici et là, ça reste jamais très longtemps. Donc ça nous a soudés. Ah bah super, ok. Ouais. Et donc t'es retournée combien de temps après alors? J'étais venue en février 2013, et je suis revenue en Corée pour reprendre le coréen en août 2014, donc 1 an et demi après. D'accord. Le temps de finir mon année
Donc là, tu viens pour un programme intensif, c'est ça, en coréen? Oui, ou voilà. dans un institut universitaire? Je viens... Au départ, je m'inscris pour 6 mois à Yonsei. Et Yonsei, ça m'a pas plu du tout. Ah, Donc, pourquoi? oui, alors il y a beaucoup de gens qui en font, C'est qui en réputé, parlent. en plus. C'est assez réputé. J'ai pas du tout aimé, alors c'est moi peut-être qui ai mal compris au départ, mais bon, tant pis, c'est eux qui expliquent mal aussi. C'est-à-dire que quand je suis arrivée, on m'a expliqué, si vous avez une langue natale proche du coréen, il vaut mieux prendre les cours qu'ils appellent les cours A. Si vous avez une langue éloignée du coréen, il vaut mieux prendre les cours B. Et on va tout nous expliquer que les cours A, c'est sur 6 classes, sur 6 niveaux, et les cours B, c'est sur 8 niveaux. En gros, on va plus lentement pour aider, etc. Et moi, j'avais compris que j'étais obligée d'aller en cours B, parce que j'étais française et que ma langue natale était trop éloignée du coréen. Donc je me suis inscrite au cours B. Avec mon petit niveau, je me suis retrouvée... je vais commencer au niveau 1, quoi. Et en fait, pas du tout. En fait, j'avais largement le droit de demander à aller en cours A, ce que je ne savais pas. Et j'ai demandé à changer entre mes 2 trimestres où je m'étais inscrite. Et on m'a totalement refusé le changement, en me disant, ah ben non, vous avez commencé en cours B, il faut continuer en cours B. En fait, je me suis dit, mais je paye la même chose que les autres, pourquoi moi Parce que t'avais déjà des bases, tu t'ennuyais un petit peu, enfin c'était pas... Ah, mais totalement. Je suis arrivée au niveau 1, je me faisais chier, pour dire ça poliment, mais vraiment, un point que j'avais même pas envie d'aller en cours. Surtout que c'est cher en plus, j'imagine. Enfin, c'est quoi, c'est 4 heures par jour C'est ça, c'est 4 heures par jour, 5 fois par semaine. Et après, c'est vrai que sur le côté culturel, Yonsei c'est bien, parce que grâce à Yonsei j'ai voyagé, ils ont organisé des trucs avec des associations, on est allé on a fait plein de trucs vraiment sympas, mais j'ai pas aimé leur méthode, et je sais pas, et c'est pas passé, voilà, c'est juste pas ma méthode à moi, c'est pas passé, et bien plus tard je me suis inscrite à Seoul National University pour faire tous les autres niveaux. Donc j'ai fait du niveau 3 au niveau 6, et après encore 2 niveaux supplémentaires de ce qui s'appelle Yonguban. Oui, tout en une fois, donc je suis restée 1 an et demi à faire que ça. Voilà, à SNU, à faire que ça, et à travailler à côté. Et pour moi c'est le jour et la nuit, j'étais beaucoup mieux à SNU, j'ai trouvé qu'on nous encadrait mieux, je sais pas, j'ai préféré, c'est mon ressenti personnel, voilà. La méthode, j'ai pas un seul professeur avec qui c'est mal passé, au contraire, vraiment tous adorables, très impliqués, qui travaillent beaucoup, certains avec qui je suis encore en contact, parce que vraiment très adorables, et moins de, c'est bête à dire, mais moins d'occidentaux, beaucoup plus asiatiques. En tout cas, à partir du niveau 3-4, enfin, au niveau 3, il y en avait encore. J'étais pas la seule blanche dans la classe, disons. Mais à partir du niveau 4, et puis 5-6, c'est vraiment, on nous compte sur les doigts d'une main. Qu'est-ce qui t'a motivé à continuer jusqu'à un haut niveau c'était pour pouvoir rester, enfin par passion? Oui, parce que ça m'intéressait, puis j'avais envie, ça m'agaçait d'avoir commencé à apprendre le coréen et de pas avoir terminé. Ce qui m'a pas du tout, ce que j'ai pas du tout ressenti pour le japonais. Mais bon, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, j'étais en Corée. Entre-temps, j'ai fait un working holiday, donc j'ai travaillé en Corée. Toujours en même temps que les cours, alors? Non, en fait, j'ai fait 6 mois à Yonsei. Et après, j'ai fait un working holiday pendant 1 an. Donc je suis rentrée, je suis revenue. Et ensuite, après le working holiday, l'entreprise pour laquelle je travaillais en working holiday m'a dit, quand tu pourras travailler avec ton visa étudiant, tu nous dis, nous on te reprend en mi-temps. Et donc voilà, ça s'est fait comme ça, et je suis restée dans cette entreprise au total quasiment 2 ans et demi, finalement. Et qu'est-ce que tu faisais? Et j'étais dans une entreprise d'intelligence technologie, de technologie, de programmes. Voilà. En fait, c'est une entreprise qui crée des programmes de text-to-speech, donc c'est des programmes où toi, en tant qu'utilisateur, tu écris un texte, et lui, le programme va le lire à voix haute pour toi. Donc, ça peut être utilisé, je sais pas, pour les malentendants, ça peut être utilisé
pour être une voie de transport en commun, une voie de GPS, une voie de... peu importe. Et moi, je me suis occupée de la base de données en français. Donc j'ai créé des règles de lecture pour que le programme sache lire le français avec une prononciation correcte. Je suis pas peu fière. Okay. Donc voilà, ouais. Et après, du coup, je suis restée donc 1 an et demi à SNU. Et voilà, ça c'est à peu près ce que j'ai fait avant de rentrer à l'académie de traduction. Et aujourd'hui, je suis en 2e année de formation pour être traductrice littéraire. Et pour revenir à ton travail, comment tu l'as trouvé Alors, par chance. Non, j'ai eu de la chance. Ah ouais, mais facile, mais je crois que j'ai une chance de cocu. J'ai touché du bois, mais je me suis connectée à Facebook, je me suis inscrite sur tous les groupes relatifs au job en Corée pour les étrangers, non-teaching jobs in Korea, plein de trucs comme ça. Et au bout je suis arrivée, pour mon working holiday, je suis arrivée en mi-décembre, début janvier, j'avais un rendez-vous pour mon travail. D'accord. Genre, en fait, je suis tombée sur l'annonce et direct, j'ai envoyé un email avec mon CV, une lettre de motivation. Ils m'ont répondu quasiment le jour même en me disant votre profil nous intéresse, est-ce que vous êtes prêts à nous rencontrer? Pas de problème. Apparemment, on était quelques-uns sur le poste et puis finalement le courant est bien passé. Pourtant, j'avais pas un coréen, j'avais un niveau 3, même pas 2,5. J'étais vraiment pas voilà. Tout l'entretien s'est passé en coréen. Ah oui, tout était en coréen. Et ça a été... Et ils m'ont dit, ils m'ont expliqué après, le manager m'a dit, il y avait des gens qui parlaient mieux coréen que toi, dans ceux avec qui on a eu des entretiens. Mais le feeling est passé avec toi, donc on a décidé de te prendre toi. Génial. Ouais, okay. Franchement. Puis, super entreprise, j'ai travaillé dans des bureaux, j'étais payée 10 000 won de l'heure, alors que moi j'étais en part-time, hein, c'était pas un CDI, enfin c'était pas un job de fou, hein. J'étais payée 10 000 won de l'heure, alors que la plupart des jobs pour les working holiday ici, c'est des jobs payés au salaire minimum dans des restos où tu fais pas d'heures. C'est-à-dire, ton salaire minimum, c'est quoi? C'est à l'époque, 6 000 ou... À l'époque, c'était moins, c'était moins, c'était à peu près 5 000 won de l'heure. Donc ça représente 4 € à peu près de l'heure. Ouais. Et moi, j'étais payée au SMIC français quasiment, tu vois, genre donc... en fait, je réalise toujours pas la chance que j'ai eue. J'ai eu la chance de trouver un job où j'étais pas payée comme de la merde et où j'avais un environnement de travail qui était très confortable. J'avais mon poste avec mon ordi, il me prêtait un ordinateur, je pouvais emmener ma tasse, j'avais mes chaussons, après je suis restée longtemps dans l'entreprise, mais j'étais comme tout le monde en fait, alors que j'étais là juste en CDD et renouvelable tous les 3 mois quoi. D'accord. Mais j'étais mieux payée que beaucoup de working holiday l'ont été parce qu'en général on ne trouve que des jobs de serveur, de barman ou de femme de ménage dans une guest house ou j'ai eu la chance de ce côté-là. Après, peut-être que ça aurait pas convenu à n'importe qui, à quelqu'un d'autre, de rester assis toute la journée à travailler sur un ordinateur, mais moi c'est mon kiff total, quoi. Ah bah tant mieux alors. Donc moi les ordinateurs, aucun problème. Petit mal de dos de temps en temps quand même, mais à part ça... Et cool. Qu'est-ce que cette expérience t'a appris sur la Corée? Enfin, est-ce que ça a un peu changé ta vision de travail dans une entreprise coréenne du coup? Mais j'allais dire que j'en avais beaucoup entendu parler avant d'y travailler, donc j'avais des a priori très négatifs. Par exemple, le fait que on bosse des heures pas possibles, qu'il y ait des réchics à tout va. Les réchics, c'est un peu les sorties après le boulot. Oui, il faut expliquer. Mais voilà, exactement. Sorties entre collègues, avec les managers, des fois avec le boss, voilà. Que l'environnement de travail est assez stressant. Enfin, j'imaginais vraiment ça très strict, très pas fun du tout. Et en fait, je suis tombée dans et pourtant pas une toute nouvelle entreprise du tout. Je suis tombée dans une entreprise qui date un peu, avec un vieux patron à l'ancienne, mais avec une équipe trop cool. Et j'ai envie de dire, la première année, tout mon working holiday, c'était parfait. C'est-à-dire que
Quand ils faisaient un UESHIC, déjà, ils en faisaient pas souvent, ils en faisaient une fois par mois ou tous les 2 mois. J'étais invitée à chaque fois, donc je faisais partie de l'équipe, ce qui n'est pas le cas après, mais je vais expliquer. Et parce qu'on n'était pas beaucoup d'étrangers au début, on était 4 ou 5, donc on a vraiment été intégrés avec tout le monde. Enfin, on était vraiment... pourtant, on n'était pas des employés classiques, mais on a vraiment été super bien intégrés. On était toujours invités à tous les événements. Vraiment tout. Et pourtant, on payait pas les petits trucs... enfin, sur notre salaire, il n'y avait pas de prélèvement pour les réchis, il n'y avait pas de prélèvement pour les gâteaux d'anniversaire quand il y en avait. Tout ça, c'était les autres employés coréens qui payaient, quoi. Et moi, je trouvais ça un peu... D'ailleurs, j'en avais parlé avec mon manager en disant, mais est-ce qu'on peut pas, nous aussi, contribuer parce que c'est pas juste qu'on soit invité et qu'on puisse pas... Il dit, mais non, t'inquiète pas, c'est comme ça, vous restez pas longtemps, c'est notre plaisir. Donc, vraiment, trop bien. Et puis, en fait, après 1 an, ils ont commencé à embaucher beaucoup d'étrangers, de plus en plus. Pour des langues différentes. Donc ils ont dû ouvrir des nouvelles salles exprès pour mettre plein d'étrangers dedans qui vont bosser sur des ordinateurs. J'avais l'impression d'être dans une usine. D'accord. Et moi j'étais la plus ancienne. Tous ceux qui étaient arrivés en même temps que moi étaient partis depuis longtemps, avaient été remplacés par d'autres. Alors que moi j'ai fait le projet de A à Z. C'est moi qui l'ai fait. Et les autres ont dû se relayer, disons. Et en fait, tout a changé parce que trop d'étrangers dit donc un budget beaucoup plus important si tu fais un UESHIC. Tu peux pas, si t'invites tout le monde, évidemment, si c'est que les Coréens qui payent, c'est pas, là ça devient pas très juste. Mais je trouvais ça dommage, c'est que moi j'avais proposé de faire une contribution. À la limite, on aurait pu faire nous une petite une tirelire, une corbeille où on rajoute un peu d'argent tous les mois pour les UESHIC. Non, il nous a rien proposé. Du jour au lendemain, on a arrêté de nous dire quand étaient les UESHIC, on a arrêté de nous inclure dans les événements. S'il y avait un anniversaire, on n'était même pas invités à manger un morceau du gâteau. C'est-à-dire que ils étaient tous dans la salle de réunion, et nous, on était à notre bureau, on n'était pas invités, puis ils étaient tous en train de faire une réunion, entre guillemets, alors que nous, on était en train de bosser, et puis quand on levait la tête au-dessus de la vitre, on voyait très bien qu'ils étaient en train de bouffer du gâteau, ou des morceaux de pastèque, ou machin. Et là tu te dis ouais, ça c'est quand même con, quoi, parce que moi j'ai connu les 2 périodes et les autres ils s'en fichaient, ils sont arrivés, c'était déjà comme ça. Moi on m'avait mis la carotte au bout du nez, puis après on m'avait dit ah ben non, tu l'auras pas. Donc j'étais un petit peu déçue, mais à part ça les gens étaient vraiment gentils, donc je leur en veux pas à 100% quand même. D'accord. J'étais quand même bien où j'étais, mais bon, j'aurais bien aimé être inclus un peu plus, quoi. Ouais, voilà. Et qu'est-ce qui t'a fait choisir après de poursuivre des études en traduction En fait, j'ai une amie qui a trouvé... En fait, cette académie est pas très connue. Donc, pourtant, c'est le comment on dit en français C'est le Centre National de Traduction Littéraire. Ah, donc c'est officiel. Ah oui, c'est un truc qui appartient au gouvernement, enfin au ministère de la Culture. C'est un truc très officiel. Et ils éditent beaucoup de traductions. Ils essayent de promouvoir justement la littérature coréenne à l'étranger, en organisant des événements. Là, il y a la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, c'était le festival de la littérature internationale, et c'est eux qui l'organisaient. Donc nous, on est invités en tant qu'élève, en tant qu'étudiant, on est invités à assister aux conférences avec des auteurs internationaux, des auteurs coréens plutôt réputés aussi. C'est vraiment un gros truc. Et je connaissais pas du tout. Et en fait, je crois que j'étais en niveau 6. Je crois que j'étais au niveau 5 ou 6, je sais plus, à SNU. Et puis j'ai une amie qui, elle, avait fini ses cours de coréen depuis un moment, et arrivait pas à trouver de job. Quand on n'a pas un master ici, trouver un travail pour pouvoir rester en Corée, c'est très compliqué. Et puis elle est comme moi j'ai un DUT, puisque je n'ai pas fini ma licence d'anglais japonais. Donc j'ai qu'un DUT derrière. C'est compliqué. Et mon amie, elle a qu'un BTS, et donc en fait, elle trouvait pas de moyen de rester ici et de pouvoir continuer à vivre ici avec du travail. Donc elle a cherché des méthodes, et elle s'est rendue compte qu'il existait une formation de traductrice, de traducteur.
Et elle s'est dit, je vais essayer, hein, qui ne tente rien à rien. Et en fait, elle a été acceptée, et elle est rentrée dans cette académie, où ça se passait bien pour elle, et elle m'en a parlé, en fait, elle m'a expliqué, j'ai suivi tout le processus, et je me suis dit, mais c'est génial, si j'avais pu, là, si j'avais fini déjà mes 6 niveaux, j'aurais essayé aussi, parce que moi et la littérature, j'adore lire. Ouais, t'avais déjà un lien fort, avec ça. Voilà. Après, la littérature coréenne, j'en connaissais pas non plus, il n'y avait pas grand chose qui avait été traduit jusqu'à maintenant, donc c'était pas très très développé, mais j'en avais lu un petit peu, ça m'intéressait d'en savoir plus. Donc je me suis dit, l'année prochaine, l'année suivante, il faut que je tente ma chance. Et je me suis stressée, j'ai commencé à faire... Il fallait faire un extrait de traduction. Je me suis stressée, j'ai tout organisé, j'ai tout préparé, j'ai bossé et tout. Après, j'ai stressé pour l'entretien, puis finalement tout s'est bien passé, j'ai été acceptée. Et en sachant qu'on est 3 ou 4 par an à être acceptés. Ce qui est pas énorme. De candidats, tu crois? Pas énorme. Parce que c'est pas très connu, donc... Et je crois que c'est plus connu en France, c'est-à-dire les gens qui apprennent le coréen à Paris 7, je crois, ou à Diderot, à l'UNALCO ou à Diderot. Eux, je crois qu'ils en entendent parler grâce à leurs profs de coréen. Moi, à l'époque, mes profs de coréen de Lyon, j'étais en optionnel, quoi, donc personne n'en parlait. Voilà, on savait rien, hein, des écoles, rien. C'est pour ça, moi, j'avais choisi Yonsei à l'époque, hasard. Donc j'étais pas du tout au courant de tout ça. Et je regrette pas, je suis bien. C'est bien. C'est très intéressant. Et donc c'est une formation de 2 ans, alors. C'est sur 2 ans, ouais. Et le problème, c'est ce qui m'inquiète, c'est de réussir à travailler après, parce que c'est très fermé. En fait, c'est compliqué de se faire éditer ces traductions, donc c'est un problème. Pour l'instant, dans l'absolu, c'est pas vraiment un problème, mais ça va le devenir quand j'aurai fini ma 2e année et que je vais me retrouver sans rien, sans revenu, et que il va falloir que je trouve un job, quoi. Donc soit je me lance en freelance et je fais de la traduction littéraire à côté comme passe-temps, disons, et j'essaie de les faire éditer. Comment ça se passe d'habitude pour les traducteurs? Est-ce que tu dois d'abord avoir un contrat avec une maison d'édition, ou Non. Comment tu te fais connaître? Tu te fais connaître, soit tu gagnes des prix, c'est-à-dire tu participes à des concours. Là, par exemple, il y a une fille de ma promo qui vient de gagner un concours de traduction, auquel je n'ai pas participé parce que c'était à une période où impossible de traduire un truc supplémentaire, j'avais trop de travail. Elle l'a fait, et elle a réussi à remporter le prix, et d'ailleurs bravo elle. Ouais, ça t'ouvre un réseau, alors. Voilà. Ça peut aider. Ça fait pas tout, mais ça peut aider, sachant que ton nom à côté d'un prix, c'est quand même toujours... Oui, ça ouvre des portes. C'est ça. Ouais. Donc, soit tu gagnes des prix dans la traduction comme ça, soit tu y vas au culot, c'est-à-dire tu traduis les 20 premières pages d'un roman, dans l'idéal à peu près, t'envoies tes traductions à toutes les maisons d'édition qui existent, et t'attends, et tu croises les doigts. D'accord. Pour que ça intéresse quelqu'un. Ça intéresse personne, il faut traduire 20 pages d'un autre roman, ou trouver un autre projet. Si ça intéresse quelqu'un, ils vont te le dire, ils vont te dire, écoutez, vos 20 pages c'est super, maintenant on veut tout le roman avant telle date. Et après c'est à toi de le faire, mais c'est pas du tout... Après, je crois qu'il y a certains traducteurs qui, au bout d'un moment, s'ils se font un nom dans le milieu, peuvent avoir des contrats... Pas vraiment des contrats, mais être un peu plus... comment on dit déjà, de façon... associé un petit peu. Oui, voilà, un petit peu... Avec une maison d'édition ou un auteur un peu... Voilà, oui, par exemple, il y a des traducteurs qui traduisent souvent le même auteur. Oui. Par exemple, je sais que Han Gang, c'est souvent la même personne qui traduit ses romans. Et donc si moi, imaginons, par exemple, là pour mes cours, j'ai traduit une nouvelle de cette autrice qui est très très connue, vraiment, c'est un grand nom. Le plus connu, c'est La Végétarienne. C'est exactement. Donc c'est vraiment un grand nom de la littérature coréenne actuelle. Et moi j'ai traduit une de ses nouvelles pour l'académie, qui n'aboutira jamais à une édition parce que je suis pas sa traductrice officielle. En fait, voilà, c'est ça. En fait, on peut devenir en quelque sorte traductrice officielle d'un auteur si avec l'auteur il se passe quelque chose, s'il y a une confiance qui s'installe, et si de l'autre côté les maisons d'édition et coréennes et françaises acceptent aussi. Oui, bien sûr. En fait, c'est tout un business.
qui a l'air très compliqué. D'accord. Et qui brise un petit peu ma volonté, quoi. Donc, je me dis, pourquoi pas faire ça en passe-temps? On sait jamais. Et à côté, par contre, trouver un boulot en bureau, quelque part, posé. Parce que moi, c'est vraiment le truc. Hein. Le bureau, le bureau, l'ordinateur. Ok. C'est mon truc, tu vois, un collègue à droite, un collègue à gauche, pause café. C'est mon délire. Donc, je me dis, si j'arrive à me trouver une petite place en bureau et qu'à côté, je fais des traductions pour le plaisir, pourquoi pas, quoi. Et du coup, le coréen, t'as jamais eu envie de baisser les bras ou quoi? Ça t'a jamais... Si, en par fait, rapport à si. la difficulté de la langue? Il faut savoir que mon niveau oral de coréen a chuté cette dernière année, ces derniers mois, parce que ben, je pratique pas, quoi. C'est-à-dire, je vis en Corée, je suis mariée avec un Coréen, je vais dans une académie où les profs parlent en coréen, mais moi, je ne parle pas. Avec ton mari, pas du tout? Il parle français, mais un français quasi parfait, ce qui arrange bien ma famille. Mais moi, ça ne m'arrange pas toujours. Moi, j'aimerais bien des fois qu'il me parle en coréen, mais c'est dur quand on est habitué à parler dans une langue, à switcher, voilà, à changer et passer à l'autre langue, c'est un peu plus compliqué. Donc, je m'y suis fait, mais des fois, j'aimerais bien pouvoir pratiquer un peu plus le coréen et améliorer un peu mon oral, parce que autant à l'écrit ça va, enfin, surtout la lecture et la compréhension orale, ça va. J'imagine, ouais. Autant moi parler et puis écrire. Même écrire, ça va. Parce que j'ai le temps. Voilà, j'ai le temps de réfléchir à mes phrases et tout. Mais à l'oral, c'est une catastrophe. Ah, bah, ça reviendra peut-être. Il faut, hein. Et pour revenir sur la littérature, est-ce qu'il y a un auteur ou une autrice que tu voudrais nous faire connaître ou que tu préfères? Ah, bon, je suis pas très originale, mais j'aime beaucoup Han Gang déjà. Bon, c'est pour ça que j'avais choisi sa nouvelle à traduire ce semestre. Mais qui je pourrais parler de Lee Seung-woo. C'est un pareil, il fait aussi. En fait, c'est ça qui est très étonnant, je trouve, dans la littérature coréenne, c'est cette facilité de passer d'un roman à une nouvelle, d'une nouvelle à un roman. Ils sont très multitask un peu, tu vois. Ouais, ils arrivent à. Alors que je pense, en France, est-ce que vraiment on passe de l'un à l'autre aussi simplement? Je suis pas sûre. Je pense que on a vraiment des auteurs de romans. Après, la nouvelle en France, ça marche pas très bien. Mais... Après, il y a le théâtre quand même. Enfin, je sais pas, ouais. Peut-être. Oui, le théâtre, oui. En Corée, le théâtre, non. C'est inexistant, j'ai l'impression. J'ai une professeure de stylistique avec qui on voulait justement, je lui ai demandé est-ce qu'on peut pas faire un peu de théâtre et tout. On m'a dit, c'est dur de trouver des livres. Ah, de pièces. Oui. Ou alors ça va être plutôt du théâtre chanté, ça va être du théâtre traditionnel. Enfin, pas vraiment du théâtre. Enfin, c'est du théâtre, mais... Entre opéra et théâtre, on peut dire. Peut-être. Pas opéra, plus comme un chant traditionnel. Comme du pansori, ou qui peuvent être aussi classés dans le théâtre d'après moi, parce que tu racontes une histoire, il y a des personnages, après c'est un conteur. Voilà, la personne qui chante est un conteur et accompagné d'instruments, donc oui, c'est une sorte d'opéra, oui, si tu veux, mais la voix n'a rien à voir avec l'opéra, bien sûr. C'est un style particulier. Mais ouais, ils sont où? Si les gens... quel style, enfin, quel style ou quel genre d'histoire? C'est assez... ça, c'est par exemple, c'est son dernier livre, ça s'appelle Quentin, comme le prénom Quentin. Ça se passe dans une ville portuaire imaginée par lui-même. Et c'est assez réaliste, mais tout n'est pas vrai. Enfin, comment dire, il raconte pas des histoires vraies ou il raconte pas forcément des choses qui lui sont arrivées à lui. Mais les personnages sont vrais, c'est assez réaliste, c'est assez vrai dans l'ensemble. Quand on lit, on se dit ah oui, moi aussi je connais quelqu'un comme ça. C'est assez réaliste comme écriture, je trouve. J'aime bien. C'est pas du tout fantastique. Par exemple, Hanga, la nouvelle que j'ai traduite, c'est l'histoire d'une femme qui se transforme en bonhomme de neige. Donc, ah oui, donc c'est vraiment c'est un peu loufoque, mais elle est très poétique. C'est très poétique. Pour prendre exemple, sur ce que j'ai lu de Lee Seung-woo, c'est moins poétique, c'est plutôt je sais pas comment dire, plutôt
Terre à terre, oui, plutôt terre à terre, plus cartésien, un peu plus... moins imaginaire, moins imaginatif, moins fantaisiste, peut-être. Mais bon, après, il y a plein d'auteurs qui sont moins connus. Là, j'ai cité évidemment 2 très très connus, mais... Donc ils sont tous les 2 traduits en français, alors. Oui, ils sont aussi à des traductions en français. La plus connue étant, si je me trompe pas, La vie rêvée des plantes, en français. Donc ouais, c'est assez connu, voilà. Et d'autres... Enfin, je sais pas, est-ce qu'il y a des choses que tu trouves spécifiques à la littérature coréenne, en dehors qu'il y ait des nouvelles ou des choses assez variées dans mon point de vue de traductrice, de mon point de vue de traductrice, oui. C'est-à-dire que je crois que le point noir des traductions, quand on traduit un texte coréen en français, c'est cette aisance à oublier les genres. C'est-à-dire que nous, on est obligés d'avoir du féminin, du masculin, d'apposer un genre à un personnage ou à quelqu'un même qui passe dans la rue. On dit une passante ou un passant ou une femme et eux ils en ont strictement rien à carrer. Oui, c'est à toi d'imaginer en fait. Et même quand on rencontre les auteurs et qu'on leur demande, mais quand vous avez imaginé ce personnage, vous pensiez à une femme, à un homme, ils ne savent pas des fois, ils disent c'est une personne. Des fois ils disent oui, voilà, c'est quelqu'un, c'est Salam. Et la difficulté de la langue française. Du coup après c'est au traducteur de choisir qui va poser du féminin, du masculin. Et puis à côté de ça, il y a je trouve il y a aussi, j'ai rencontré pas mal d'autres, des textes, dans les textes, pas mal d'auteurs qui font beaucoup de flashbacks dans leurs textes. Genre ils racontent, il y a une narration, puis d'un coup bim, ils repassent dans le passé, on s'y attend pas. Et en coréen, il y a qu'un passé. Il y a qu'un temps passé à l'écrit. Donc alors là, c'est une... Avec quel temps toi à choisir en français nous, tous les temps du passé qu'on a, et puis tous les temps de la narration, les temps de... rien que d'en parler là, ça donc ouais, c'est... Et voilà, en fait, c'est surtout d'un point de vue de traductrice, mais après, d'un point de vue littéraire, purement littéraire, je dirais que ça dépend des auteurs, c'est toujours pareil en fait. C'est compliqué. Tu mets dans une case, c'est compliqué. Parce que parfois on dit que les auteurs, enfin c'est parfois un point de vue un peu noir ou un peu non, enfin je sais pas. J'ai pas beaucoup lu d'autrices, mais pas forcément. Non, parce que par exemple, il y a une nouvelle. L'autrice s'appelle Jean Serran et on a traduit à l'académie, on a traduit une de ses nouvelles le semestre dernier. Qui s'appelle, en coréen, ça s'appelle Wedding Dress Sashipsa, qui veut dire robe de mariée 44. Et en fait, ça raconte, c'est une robe de mariée qui a été portée, tu sais, on loue la robe de mariée ici. Oui. Donc, une robe de mariée qui a été portée par 44 personnes différentes. Ah, d'accord. 44 femmes différentes. Et en fait, ça raconte une petite histoire pour chacune de ces femmes. C'est intéressant. Okay. Voilà, c'est une robe de location. Et à la fin du roman, il n'y a pas de spoil, donc je peux le dire, c'est... elle arrive en fin de vie, la robe, au bout de 43 femmes qui ont porté la robe, elle commence à s'user et tout, donc elle devient robe de location pour dans un studio photo. Et la 44e personne à la porter, c'est une jeune fille qui vient là pour essayer la robe et se prendre en photo avec ses copines. Donc je trouve que c'est très réaliste, et puis chaque femme a vraiment... il y a un mariage international qui peut nous parler, et ça parle de l'homosexualité, ça parle des femmes qui sont obligées de se marier alors qu'elles en ont pas forcément envie parce que pression de la société, etc. Ça parle des femmes qui rêvent de se marier, ça parle... En fait, chaque femme est totalement unique, il y en a une qui a des tatouages, il y en a... Et je trouvais ça, elle est vraiment bien cette nouvelle, donc si je devais en conseiller une, lisez-la. Ça a été traduit du coup par nous. Ah, ok. Donc non, pour l'instant non, mais pour ceux qui peuvent lire le coréen, ou peut-être en anglais, je sais pas si ça a été traduit en anglais, mais
si un jour ça sort, n'hésitez pas. D'accord, ok. Voilà. Ouais, C'est vraiment bien. Et puis l'autrice était super adorable, très engagée, un peu féministe, un peu engagée pour l'environnement aussi. Vraiment dans l'air du temps, totalement. Donc, super. Ouais. Et pour faire la transition justement avec le mariage, ouais. Comment t'as rencontré ton mari Quand j'étais à Lyon, que j'étais étudiante, j'apprenais le coréen, donc j'apprenais le japonais aussi, et je cherchais des gens avec qui discuter dans les deux langues pour m'améliorer. Et donc je parcourais un petit peu les sites de pen pal ici et là, puis ça marchait jamais, quoi. Les gens, que ce soit les filles, les garçons, ils discutent deux fois, et puis si ça accroche pas, évidemment, là, je suis peut-être pas aussi non plus la fille la plus intéressante du monde, voilà, donc ça accrochait pas, donc souvent ça continuait pas très longtemps. Et un jour je suis tombée sur le profil de mon mari, bon à l'époque il n'était pas mon mari bien sûr, mais... Et il avait une photo genre dégueulasse, il avait l'air d'un enfant de 12 ans dessus, avec les cheveux tout ébouriffés, il ressemblait à rien, le pauvre. Et par contre il avait fait sa présentation. Ouais, voilà, sa présentation était trop bien, elle était en français, en anglais, en japonais et en coréen. Wow. Et je me suis dit, mais c'est les 4 langues qui m'intéressent, c'est parfait. Je lui ai envoyé un message, mais j'avais vu que dans on pouvait voir le nombre de personnes qui avaient envoyé, qui avaient essayé de contacter, et je voyais le nombre mirobolant de personnes qu'il avait contacté, et dans ma tête je me suis dit, c'est impossible qu'il me réponde, le pauvre gars. Il y a tellement de personnes qui l'ont contacté qu'il a largement assez de pen pal pour sa vie entière. Et ben non, il m'a répondu, et j'avais écrit avec un coréen tout pourri, avec mon niveau de super débutante, et une partie en français. Et il m'avait répondu en français et en coréen, et il m'avait même corrigé les petites fautes que j'avais fait et tout, et il m'avait dit, mais il m'avait répondu super vite, je pense, le lendemain. Et puis au début on se parlait par email, comme ça un petit peu. Et puis un jour c'est moi qui lui ai dit, je connais Kakao, j'ai des amies coréennes, donc si tu veux, pour que ce soit plus pratique, on peut discuter sur Kakao. Il m'a dit ok. Donc on avait discuté sur Kakao, et ça a duré quelques mois comme ça. Et quand je suis venue pour étudier à Yonsei, on s'est vus, on s'est rencontrés. Il a été mon guide en fait, il aime l'histoire, il aime les hanja, il aime les langues, il aime tout. C'est bizarre, il a vraiment mal choisi sa filière d'études, parce que le génie électronique, il fait plein de trucs à côté qui ont rien à voir. Mais c'est bien. J'aime les gens cultivés. Donc, ça a été mon guide, il m'a expliqué des trucs sur l'histoire coréenne que je connaissais pas, on est allé au musée. Et puis voilà, ça s'est fait petit à petit. Naturellement. Ouais. Très gentil, il fait très jeune, alors qu'en fait il est pas si jeune. C'est-à-dire qu'il a un âge international, cette année il a 32 ans. Et la dernière fois on était avec une amie française tous les trois dans un resto de poulet, et on a pris de la bière. Et la serveuse a dit, je peux voir votre carte d'identité? Et du coup nous on commence à sortir, et puis en rigolant elle dit, non pas vous, que lui. Et puis j'ai regardé, je me suis dit, c'est le plus vieux d'un de nous trois, et j'ai regardé en rigolant, j'ai dit, vous allez être surprise. Et quand il a vu sa date de naissance, elle m'a regardé en rigolant, elle a fait, ah bon? À chaque fois. Quand il va au magasin à la supérette pour acheter de l'alcool, du soju, à chaque fois on lui demande. Wow. Et vous avez quand même beaucoup de différence d'âge? 2 ans. D'accord. Il est 2 ans plus vieux que moi, mais il a l'air beaucoup plus jeune. Vraiment, oui, on dirait un enfant. D'accord. Et ouais. Puis il est tout, il est un peu timide, il est un petit peu comme ça, donc il a vraiment l'air d'un lycéen, quoi. Wow, ok. Ouais. Et vous vous êtes mariés quand? Alors, on a fait que la paperasse pour l'instant. On a signé notre mariage l'année dernière en février. Mais aux yeux des Coréens, on n'est pas mariés, puisqu'on n'a pas encore fait de cérémonie. Oui, c'est souvent... voilà. Comme si on fait pas les papiers, c'est la cérémonie. Oui. Qui, en fait, officialise un peu. C'est ça. Il y a des Coréens qui font jamais les papiers, d'ailleurs. Oui. Ils font que la cérémonie. Comme ça, le jour où ils en ont marre, c'est plus simple aussi. Oui. Et on n'a pas prévu de faire de cérémonie avant au moins 2 ans, parce que ma sœur se marie cette année. Donc on veut laisser du temps, surtout à ma famille, de financièrement se remettre. Venir, en fait, voilà, c'est ça, il faut qu'ils puissent venir jusqu'ici, donc je leur laisse 2 ans. Vous ferez qu'un mariage ici, ou non, enfin, tu sais pas peut-être. En fait,
je peux pas me dire je fais un mariage ici, je fais un mariage en France. Si je fais ça, mes parents ils viendront pas. Ah, Ils vont dire ben oui, ils auront pas les moyens Ouais. d'être à 2 mariages Oui, ça fait d'affilée. beaucoup. Ça fait encore plus à prévoir. Donc je préfère leur dire on fait un mariage en Corée, vous venez, vous payez juste le billet d'avion, tout le reste c'est nous qui organisons. Ils sont déjà venus? Ma mère seulement. Mes sœurs et mon père et mon beau-père, parce que ma mère est remariée, ne sont jamais venus encore, mais Ce sera l'occasion. voilà, c'est ça, ce sera l'occasion pour tout le monde de venir. Et puis j'aimerais bien qu'ils voient un petit peu d'où vient mon mari, quoi, parce bien que sûr, c'est intéressant. Et puis après en France, peut-être je ferai juste une fête. Pas vraiment un mariage, pas de cérémonie, juste réunir mes amis, parce que tous les amis que j'aurais pas pu avoir à mon mariage ici, ou même les membres de ma famille un peu plus, pas aussi proches que mes parents, mais mes oncles, mes tantes, mes cousins, ben, ça peut être plus sympa, ceux qui peuvent pas venir jusqu'ici, de pouvoir organiser quelque chose en France. Mais ça, on verra. Oui, c'est autre ça chose. dépendra aussi des moyens, ça dépendra de plein de trucs. Ouais. Et avec ta belle famille, ça se passe comment? En tant que belle-fille, est-ce que t'as, je sais pas, une pression dans ton rôle de belle-fille? Alors, pas vraiment. En fait, j'ai eu plus la pression avant que maintenant. C'est passé par plusieurs étapes. Au départ, quand on sortait juste ensemble, il avait dit à ses parents qu'il avait une copine française. Ils ont eu l'air plutôt de le prendre bien. Enfin, ils s'en fichaient un peu, en fait. Je pense que, surtout, ils s'imaginaient que c'était qu'une passade et que, voilà. Et puis, les années passant et tout ça devenant beaucoup plus sérieux, ils ont commencé à stresser un petit peu, je pense. Parce que ils s'imaginaient pas se retrouver avec une belle fille étrangère. Ce sont pas des gens méchants, hein, loin de là. Mais disons que dans leur déception, ils ont dit des choses qui étaient pas très gentilles. Ouais, d'accord. Et avec mon mari, on a fait tous les efforts qu'il fallait pour qu'ils le prennent bien. C'est-à-dire, on a pris le temps. Je les ai rencontrés plusieurs fois avant de leur annoncer le jour où il m'a demandé un mariage, de leur annoncer tout ça, on les avait vus déjà plusieurs fois. J'essaye vraiment de m'adapter à eux. Je veux pas qu'ils aient peur et qu'ils se disent elle va essayer d'effacer la culture coréenne de notre fils, en fait, parce que je crois que c'est ça qui leur fait plus peur. Et en fait, au début c'était vraiment pas facile parce que j'étais tout le temps jugée, mais vraiment c'était quand on se voyait que dans un restaurant, toujours. Genre, j'étais jamais invitée chez eux, c'était toujours dans un lieu tiers, public, voilà. Ce qui est pas plus mal, ça évite les crises aussi, hein, mais et de façon toujours un peu sympa, mais avec de la distance. D'accord. Il y avait toujours ce côté t'es gentil, mais voilà, on veut te faire comprendre que c'est pas pour toute la vie, quoi. Voilà. Sauf que mon mari, il a pas décidé comme ça, il a décidé qu'il voulait rester avec moi, donc ils étaient pas très contents. Mais depuis qu'on a fait les papiers, qu'on s'est installés ensemble, ça va beaucoup mieux. Et ça, c'est de mieux en mieux. En fait, ils sont vraiment de plus en plus adorables avec moi. Ils sont pas intrusifs, comme beaucoup de parents coréens qui ont tendance à venir sans prévenir, à vouloir avoir le code de l'appartement, à faire ci, à faire ça, à tout vouloir contrôler. Ils sont pas du tout comme ça. Ils habitent pas très loin de chez nous, ils habitent genre à 5 minutes. Ah, ok. Donc ils sont contents parce qu'on a choisi un appart qui est pas très loin, ça leur permet de nous voir. Pour mon anniversaire, ils ont même organisé un repas pour moi, en famille, super gentils. Donc j'ai pas vraiment de plaintes actuellement. Avant, j'aurais pu. J'avais beaucoup de pression à cause d'eux, mais maintenant, ça va. Et pour les fêtes ou quoi, est-ce que vous faites ensemble Pour l'instant, tout ce qui est Seollal et Chuseok, donc les fêtes nationales ici, c'est toujours organisé chez le grand-oncle de mon mari, donc le premier fils de son grand-père. Oui. Donc, vu que je suis pas officiellement mariée, pour l'instant c'est un petit peu compliqué. Enfin, je suis pas officiellement mariée à leurs yeux. C'est-à-dire, si cérémonie. Oui, voilà, aux yeux de l'État, si, je suis totalement mariée. Mais... Donc, pour l'instant, c'est un peu compliqué, mais
la bonne nouvelle, c'est que au dernier Chuseok, le mois dernier, sa mère, donc ma belle-mère, a dit à mon mari, à Sol'la, le prochain, elle viendra avec nous. Donc, parce que d'habitude, donc tu venais pas alors. Non, jusqu'à maintenant, non. D'accord. On organisait un truc juste avec eux, un petit repas entre nous, mais le jol, enfin tout ce qui est cérémonie, etc., non, jamais, surtout pas. Parce que même sa grand-mère, elle est pas au courant qu'il habite avec moi, enfin c'est vraiment très... pour l'instant, oui, ils font très attention, parce que c'est une famille un peu traditionnelle et que normalement habiter ensemble sans être mariés entre guillemets, oui, ça se fait pas trop. Ça se fait pas. Alors qu'en réalité on est mariés, mais bon voilà, c'est tout. Mais ça va se dépatouiller pour l'instant. Je suis assez confiante. Je me dis que vu d'où on vient et où on en est aujourd'hui, je me rends compte que en fait on a bien fait de tenir le coup. Ouais, d'accord. Parce qu'on a eu des moments, c'était pas facile, surtout de mon côté en moi, parce que j'ai jamais l'impression que j'étais oui, pas le bienvenu. Ah ouais, pas du tout. Et je me sentais vraiment pas bien. Bon, je viens pas en plus, je suis pas diplômée d'une grande université. Lui, tu comprends, il est à Sky, donc moi, je suis pas du tout d'une grande université. J'ai même pas une licence, donc je ressemble pas je fais pas partie des canons de beauté coréens non plus. J'ai pas des parents aisés. En plus, mes parents sont divorcés, oh mon dieu. Ouais, ah oui, non mais moi j'ai la totale. Et encore ils savent pas parce que enfin j'ai des autres trucs dans ma famille, ils sont très compliqués. Et heureusement, je leur dis pas tout parce que ils seraient choqués les pauvres. D'accord. D'un point de vue français ça va, mais d'un point de vue coréen, ouais, c'est un peu trop. Ouais, d'accord. Ma sœur a eu un enfant avant de se marier quand même, hein, donc ouais, attention, faut pas le dire. Oh là là. Alors que ça fait très longtemps qu'elle est avec son conjoint, mais oui. Oh mon dieu quoi, si je leur dis ça, c'est la fin du monde. Donc voilà, et après mais pourtant ils ont vécu à l'étranger. Mais ça fait un blocage, ils ont fait un blocage, je sais pas. Et maintenant non, tout va bien maintenant, c'est tant mieux. Ah oui. Maintenant, même des fois, il me sort des mots en français et tout, alors que au début, sa mère a appris le français quand elle était au lycée, elle a tout oublié. Mais au début, même lui faire dire bonjour, elle avait pas envie. Hein. C'était compliqué. Maintenant, ça va, aucun problème. Son père a vu que je savais lire des ranjas. Le fait d'avoir appris le japonais, ça m'a beaucoup aidé. Du coup, j'étais trop fière, il arrêtait pas de dire « Ah, Marion, elle sait lire les ranjas, c'est merveilleux, elle sait lire des ranjas !» Et moi, j'étais « c'est bien. Un point de plus. » Ouais, donc... Ok. Non, mais écoute, sinon... Oui, des conseils pour ceux qui voudraient venir en Corée pour la première fois. En voyage ou pour vivre? Peu importe. Pour moi, Oui, bah alors plutôt pour s'installer du coup. Pour s'installer. Faudrait un peu se lancer un petit peu sur le court moyen terme. Ok. Même pour un voyage, hein, c'est juste... si ton ami te dit, ouais, voilà, j'ai envie d'aller en Corée... pour moi, c'est différent. Donc déjà, pour s'installer, même pour un court terme ou un moyen terme, déjà avoir voyagé avant, c'est déjà un plus, je pense, d'avoir au moins vu à quoi ça ressemblait, un minimum. Même si, comme je le disais au début, le mode de touriste fait que on fait abstraction du négatif souvent. Ça peut quand même aider, globalement, à voir dans quoi on va tomber. Ensuite, pour celui qui vient en voyage, viens et éclate-toi, quoi. Enfin, y a pas vraiment de conseils particuliers à donner. Si, sois respectueux de la culture dans laquelle tu arrives, c'est-à-dire, y a des choses qui se font chez nous qui se font pas ici, abstiens-toi, quoi. Voilà. Parce que moi, j'ai un peu honte quand il y a des Français. Un exemple tout bête, un Français qui était pas en voyage, qui était installé, prof de français dans un lycée pour filles en dehors de Séoul, qui s'est fait arrêter il y a pas très longtemps, qui a pris de la prison parce que il forçait ses étudiantes à lui faire la bise. Déjà même en France, tu fais pas ça, quoi. Donc voilà. Et moi c'est ce genre de truc où je me dis mais à cause de types comme ça, on se fait passer pour des c'est bête, je pense que c'est la même chose que ce qu'on voit en France, ou parce que il y a une minorité qui va emmerder le monde, il y a certaines personnes qui vont prendre toute une communauté et dire elle est pourrie, quoi.
ben c'est la même chose. C'est-à-dire que s'il y a des Français qui font les cons ici, eh ben c'est nous, la communauté qui est ici pour le long terme ou qui a envie de faire bien, qui va en pâtir. Et c'est pas juste. Parce que nous, on fait des efforts, on s'adapte, on apprend la langue, on apprend la culture, on essaye de faire bien. Et si à côté, il y en a qui nous pourrissent nos efforts, ben voilà. Donc, que vous soyez touriste ou que vous soyez là pour le long terme, s'il vous plaît, respectez. Voilà, c'est tout. Okay. Comme on aimerait que les gens, quand ils viennent en France, respectent notre pays, même si même nous-mêmes on le respecte pas toujours, mais voilà. Ok. Ok. Ah, merci beaucoup. Je t'en prie. C'était un plaisir. Voilà, c'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le commenter, le noter avec 5 étoiles et en parler autour de vous. Avec la crise du coronavirus en Corée, l'organisation du podcast se retrouve chamboulée et je ne sais malheureusement pas quand aura lieu le prochain épisode. Donc patience. En attendant de se retrouver pour une nouvelle aventure coréenne, prenez soin de vous et à bientôt.